Depuis 2 ans, les 3 GDA de la montagne tarnaise, le GDA d'Anglaise-Brassac, le GDA de Lacône-Murat et le GVA de la vallée du Torré, se penchent sur les prairies à fleurs variées. L'objectif est d'avoir des prairies pérennes, de qualité et productives. Merci Frédéric de nous accueillir donc, à Brassac, toi qui es président du GVA ici, qui nous accueille aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui est le résultat d'une réflexion des 3 GVA locaux qui un jour se posent la question de savoir comment faire évoluer les techniques de production, puisque un des grands mots que l'on dit souvent aujourd'hui quand on est chambre d'agriculture ou responsable dans un département, comment face à certaines difficultés de production, nos éleveurs peuvent avoir une autonomie fourragère pour dépendre encore moins du contexte mondial que l'on maîtrise souvent pas beaucoup. Donc voilà, je pense que la journée d'aujourd'hui est aussi le résultat de cette réflexion-là. C'est certainement une étape dans la production de demain. Donc merci aussi à la famille Roquette qui nous accueille sur son exploitation cet après-midi. Donc cette journée multi-espèces est très importante. Je pense que c'est aussi dans mes avis en tant que président, et c'est sur cette idée-là que j'ai défendu, que je défends la Chambre d'agriculture, c'est-à-dire comment demain devenir autonome sur l'exploitation, alors autonome entre guillemets, puisqu'on n'est jamais autonome complètement, et l'objectif n'est pas non plus de vivre en autarcie, mais comment être le plus autonome possible et le moins dépendant de certaines fluctuations des cours sur les aliments nécessaires pour l'exploitation. Aujourd'hui, on remercie la Chambre de nous avoir bien appuyés, de nous avoir accompagnés dans ce sens-là et d'avoir choisi notre secteur pour organiser cette manifestation. Moi, je voudrais remercier après d'autres personnes qui nous ont aidés pour l'organisation un peu sur les derniers moments. Pour tout ce qui est matériel, on voudrait remercier la mairie de Castelnau pour la salle aujourd'hui, les chapiteaux, la communauté de communes du Cidre de Val-d'Agout aussi, qui nous a aussi prêté les chapiteaux, et le GDA de Lacône qui nous ont bien accompagnés pour tout et qui nous suivent aussi sur le projet depuis le début et qui nous ont aussi prêté le chapiteau. Voilà. Nicolas Taïsédou, voilà, donc on m'a demandé d'intervenir, comme je suis agriculteur, comme la plupart d'entre vous, je pense, dans le Tarn-et-Garonne. Voilà, donc éleveur laitier, installé en octobre 2004. Bon, ça reste assez récent dans la profession, voilà. Et donc au bout de 10 ans, on sait à peu près ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Voilà. Donc moi c'est une toute petite ferme, donc j'exploite, enfin j'ai repris avec une trentaine d'hectares. Voilà, et avec 18 vaches laitières, polyculture, bon chez nous on est aux portes du Quercy, voilà, donc c'est des melons et puis des céréales, 12 hectares de céréales qui servaient à nourrir les vaches, on va dire, pour moitié, et puis faire un peu de culture de vente pour le reste, voilà. Donc moi je me suis installé, alors mon père avait commencé la conversion en agriculture biologique. Bon, c'est à préciser, bon après moi c'est pas mon fer de lance, l'agriculture biologique. Voilà, on peut très bien faire sans forcément mettre en bio, bon c'est question de demander un label, tout ça, bon, voilà. Mais moi ce qui m'importait c'était surtout arriver à vivre de mon métier, voilà, puisque c'est quand même un peu le souci, je pense, de nous tous aujourd'hui et depuis pas mal de temps, quoi, voilà. Et c'est vrai que Vladimir, là de suite, j'ai dit mais on va faire un logiciel pour faire des prairies variées, multi-espèces, voilà. Et moi j'étais dans cette dynamique parce que j'ai essayé de faire mes prairies. Voilà, je suis vraiment parti en disant je vais faire mes prairies. Bon, 2003, une grosse sécheresse, j'ai regardé mes prairies, qu'est-ce qui restait après la sécheresse, et j'ai dit je vais ressemer ce qui a tenu. Voilà, en partant de l'observation de l'agriculteur. J'avais du lotier, j'avais de la luzerne, on a du régras, de la fétuque, enfin, truc courant quoi, des espèces pérennes. Donc j'ai dit pour faire mes mélanges, j'avais ressemé les espèces pérennes en disant si je mets que des espèces pérennes, j'aurai une prairie pérenne. C'est assez logique, voilà. Sauf que mes prairies pérennes, elles n'étaient pas si pérennes que ça. Voilà. Alors bon, vous avez la luzerne qui se perd, vous laissez griller un peu, mais bon, il en revient un peu, mais pas trop. Enfin bon, correspondent pas trop à ce qu'on voudrait, quoi. On a toujours envie d'avoir une belle prairie où il y a plein d'herbes, qui est fournie, qui a de la diversité, tout ça. Voilà. Du mélange, nous en bio, ça nous coûte assez cher.
Voilà. Par contre, moi je vous dirais que la prairie à fleurs variées, ça coûte pas cher. Voilà. Parce que le mélange coûte cher, mais si on fait attention à l'implantation de la prairie, et qu'on sait qu'on est parti pour une prairie pérenne, hein, c'est pas un régras qu'on ressème tous les ans. Voilà, avec le travail du sol qui va avec, la préparation et compagnie. Donc, oui, le mélange est cher, mais la prairie n'est pas chère. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et avec l'utilisation, je dirais encore moins cher qu'un régras, ou à côté, je serais obligé de complémenter, puisque effectivement, je vais apporter que de l'énergie, donc je vais acheter des tourteaux et compagnie. Voilà, nous en bio, le prix des tourteaux, vous voyez combien ça coûte des gens conventionnels. En bio, à 50 centimes, voire plus le kilo, bon, c'est hors de prix, quoi. Voilà. Donc, je tiens à le dire parce que c'est ce qui fait peur au début, c'est le prix du mélange. Moi, j'avais des prix, je ne sais plus, à 324 € hectare, je crois, ou voire 350 € hectare. Bon, déjà, je vous dis, 350 € hectare. Voilà. Ouais, bon, ça a baissé, après on travaille, hein. On va en parler vite fait, des groupements d'achat, enfin, de choses comme ça pour faire baisser aussi le prix. Voilà, donc on a un mélange qui a évolué entre ce qu'on a fait en 2012. Alors bon, après on a des mélanges très notables sur le mélange de 2015. Donc Vladimir Goutier de l'INRA de Toulouse. Donc, je travaille dans une unité de recherche mixte avec l'école d'ingénieurs agronomes de Toulouse, pour plusieurs structures associées de l'enseignement. On essaie d'accompagner les agriculteurs dans ce qu'on appelle la transition agroécologique. Donc c'est essayer d'accompagner techniquement les agriculteurs pour passer d'un système qu'on apprenait, que l'INRA a mis en avant et après la guerre, vers quelque chose aujourd'hui qui va combiner des approches écologiques et agronomiques. Donc le contexte général d'intégration des prairies à fleurs variées dans les systèmes fourragers, et les enjeux, c'est d'une part l'adaptation des agrosystèmes herbagers au changement climatique. Donc on se rend compte qu'on a depuis environ le début des années 2000 des problèmes d'installation des prairies. C'est de plus en plus compliqué à réussir une prairie. Et qu'on a également des problèmes de pérennité. À chaque aléa climatique, on a des prairies qui sautent, il faut recommencer. Donc ça, c'est un problème. Et quand on implante des prairies à fleurs variées, on essaie de répondre à cette question. Le deuxième point, ça concerne l'économie des intrants et la réduction des charges de mécanisation. Donc là, c'est un objectif, hein, c'est un enjeu, c'est un des enjeux de l'agroécologie. Et pour répondre à ça, en fait, il faudrait limiter la fréquence des sursemis et des ressemis. Donc ça permet de consommer moins de gasoil et moins de semences, par exemple. Réduire la fertilisation azotée. Parce que en fait, l'azote, on peut le trouver ailleurs que dans de l'ammonitrate. Il y a des plantes qui fabriquent de l'azote naturellement. 68% de l'atmosphère, c'est de l'azote. Donc c'est une ressource qui est disponible en grande quantité et qui ne coûte pas cher dans l'atmosphère. Donc dans les intrants, il y a la consommation de concentré. Donc ça aussi, c'est des postes qui coûtent cher dans une ferme. Et puis qui coûte cher en termes de coût, et puis après également en termes d'impact environnemental. Et enfin, il y a une volonté française de réduire la quantité d'herbicides utilisés globalement dans la ferme France. Le troisième enjeu, il est autour de la biodiversité. Bon, mais ça fait un certain temps, hein. C'est le sommet de Rio en 92, c'est pas neuf. Et globalement, on cherche à augmenter le nombre d'espèces et le nombre de fonctions remplies par les espèces. C'est-à-dire que quand Nicolas parlait de la fibre, de l'azote, etc., si on a tout dans le mélange, si on a toutes les fonctions dans le mélange, on a une ration qui est complète. Et ça passe par plusieurs plantes, et des plantes qui ont des fonctions différentes. Quand je suis arrivé, moi je suis arrivé en 1981 ici, quand je suis arrivé en 1981, chez les Rouquettes, il y avait un essai sur le raigrand anglais. Une collection fourragère de raigrand anglais. Combien il y en avait? Il y en avait une quinzaine dans le réseau national d'observation des raigrants anglais. Donc c'est quand même une préoccupation, les fourrages anciennes ici, au niveau du groupe de développement. Et je dirais, aujourd'hui, ça continue. C'était le père de Nicolas, hein, Michel. Et puis voilà, Nicolas il continue, il a repris le flambeau, il a repris le virus des fourrages.
réellement, le déclic s'est passé, je dirais, avec une opération qui s'est déroulée sur les monts de la Cône, entre le Tarn et l'Hérault, une opération qui s'appelait Locagère, initiée par la communauté et financée par la communauté de communes. Et donc, où il y avait, je dirais, on a répondu à un premier questionnement des éleveurs. Le questionnement, c'était quoi? Le questionnement, c'était de dire, eh bien, mais on sait produire de la matière sèche, on sait produire de la quantité de fourrage. Aujourd'hui, on veut travailler sur la qualité. Hein, et donc, l'idée, c'était de dire, il faut absolument, je dirais, que vous nous aidiez à travailler sur la qualité. Et pour ça, on a mis deux petites actions toutes simples, deux petites démonstrations toutes simples. La première, c'était d'essayer d'implanter des prairies et de tester deux dates d'implantation, soit l'automne, soit le printemps. Donc on a observé, je dirais, un même mélange implanté à l'automne et au printemps. La deuxième manip, c'était eh bien de récolter des fourrages de qualité, donc de les récolter au bon moment. Alors, récolter des fourrages de qualité, la plupart d'entre vous, vous savez déterminer quand la qualité est bonne en termes de stade. Sauf que quand on a 20 espèces sur la prairie, le stade, il est où? Optimum pour récolter. Il est où le stade? On n'a pas de repère. On n'a plus de repère avec les prairies à fleurs variées. Il faut qu'on n'a plus le stade. Donc il va falloir qu'on ait d'autres repères. Et donc aujourd'hui, effectivement, et à partir de 2012, on s'est repéré sur les sommes de température. Vous savez qu'il y a une méthodologie sur les sommes de température. Et donc on a testé l'usage des sommes de température pour, je dirais, déterminer les dates de récolte. Ça, c'était 2012. Et puis arrivait la rencontre avec le projet qu'avait l'INRA de Toulouse, et donc la mise en place de Cap-Flore. Et donc, on s'est inséré dans ce projet-là à partir de 2013. Donc, avec des interventions de Vladimir au niveau du groupe. Et dès 2014, effectivement, la mise en place de parcelles. Au printemps 2014, je dirais pas trop encadré encore au niveau scientifique, mais à partir de l'automne 2014, effectivement, des démarches complètement encadrées, dans une démarche, on peut peut-être rappeler, je dirais, une démarche qui associe à la fois la responsabilité de Vladimir, puisque lui nous donne, je dirais, l'outil pour bâtir sa prairie, la composition des mélanges, aussi, je dirais, l'implication des techniciens de la Chambre d'agriculture, et puis l'implication des éleveurs, parce que, eh bien, effectivement, c'est eux qui vont nous donner le rendu, en termes de démonstration, c'est eux qui vont nous donner le rendu sur la mise en place de ces prairies. Donc en fait, on a un protocole où on est lié, éleveurs, techniciens, recherche, on est lié. C'est-à-dire que, et on le respecte. Et donc, sur le rendu, sur le terrain, eh bien, on assure un double suivi. Un suivi qui est fait à la fois par l'agriculteur, il va faire des notations, il a une fiche, il va falloir qu'il nous dise, moi, dans mon calendrier de pâturage, j'ai mis mes animaux à telle date sur la parcelle. Et puis, aussi, au niveau, je dirais, technique, nous, on assure un suivi. L'objectif, effectivement, c'est de caractériser les mélanges qui conviennent le mieux. Les suivis, alors juste ça pour visualiser, des suivis en termes d'évolution de flore, hein, donc on assure, vous voyez pas trop, mais sur la photo c'est ce qu'on appelle un quadrat, hein, c'est-à-dire 1 mètre de côté, un carré d'1 mètre de côté, il y en a 10 sur la parcelle, et on fait des inventaires. On mesure des rendements sur la parcelle, lorsqu'on peut à chaque exploitation, mais c'est toujours difficile lorsqu'il y a du pâturage, et puis des analyses de fourrage, donc tout à l'heure on en a parlé, systématiquement, lorsqu'il y a récolte derrière, on fait des analyses de filtre. Donc ça, c'est le travail de tout ce qui est démonstratif, essai. D'un autre côté, eh bien, il faut trouver les semences. Trouver les semences, c'est assez difficile pour les prairies à fleurs variées, parce que on a un nombre important d'espèces et de variétés. Et puis, en face de nous, lorsqu'on veut une certaine espèce et une certaine variété, il va falloir que nous, on s'adresse à plusieurs obtenteurs, peut-être, semences de franc, plusieurs obtenteurs pour trouver nos semences.
Et puis il nous les faut en faible quantité. Au niveau de chaque agriculteur, il va falloir des faibles quantités qui vont être de l'ordre de 1 à 5 kg jusqu'à 10 kg, mais toujours assez faibles. Donc l'idée, c'est effectivement, si on veut bien réaliser ça, si on veut bien commander les semences qui correspondent à la fois au problème de changement climatique, à la fois au problème de préconisation, eh bien il va falloir qu'on se regroupe pour commander ces semences-là. Donc l'idée, c'est de mettre en place un groupement d'achat. On a une stagiaire, donc Justine Garouge, qui a travaillé avec nous cet été pour évaluer l'opportunité de création de ce groupement d'achat. Elle a fait une enquête. Et donc, on est aujourd'hui en mesure de raisonner la mise en place de ce groupement d'achat. Un groupe de travail avec les partenaires des GDA va être mis en place à l'automne. Et donc, l'impératif, c'est clair, au printemps 2016, le groupement d'achat est en place. Pour l'instant, on a travaillé, on va dire, à l'échelle de la parcelle avec Vladimir. Et là, l'idée qu'on a à présent, c'est de passer à l'échelle supérieure, c'est-à-dire d'aller de raisonner au niveau du système fourrager, même plus largement jusqu'à la valorisation du produit fini. Donc c'est dans ce cadre-là qu'une demande de reconnaissance d'un GI2E a été faite par les 3 GDA de la montagne. Donc là c'est un GI2E qui a été, enfin un dossier qui a été déposé fin août. Donc le GI2E il s'appelle Caliprat. L'idée donc c'est avec les prairies à fleurs variées, placer la qualité et la pérennité au cœur du système fourrager de la montagne tarnaise. On a 24 agriculteurs qui se sont engagés et on a un programme d'action qui est sur 5 ans. Il y a tout à fait la possibilité pour d'autres personnes qui seraient intéressées de participer, enfin d'intégrer le groupement, c'est pas fermé. Et vous voyez, tous les logos, là on a un paquet de partenaires là, qui nous accompagnent dans ce projet-là. Donc je vais rapidement, donc il y a la Chambre évidemment, l'INRA, la Maison de l'Élevage, la FDCUMA, Haute-Terre-Doc, Arvalis, le service élevage de la Confédération de Roquefort, la laiterie Fabre, les laboratoires du Lial et le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Voilà, donc c'est un projet qui est assez global. Les actions qui sont prévues, vous voyez qu'au cœur, on a, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais c'est le choix de la composition des prairies à fleurs variées. Donc c'est bien les essais qui ont commencé à être mis en place. Et c'est bien ça le cœur du projet. On en a parlé aussi, enfin Vladimir en a parlé autour de le choix de la composition, ça ne suffit pas. Après, il faut aussi savoir gérer l'itinéraire technique de ces prairies-là. Donc on va mettre en place aussi des essais au niveau de l'implantation, la fertilisation et l'exploitation de ces parcelles. Aussi au niveau de la maîtrise des paramètres environnementaux, donc il y aura un travail sur la minéralisation de la matière organique dans les sols un peu particuliers qui sont ici des sols de montagne. Un travail sur la gestion du pH avec l'utilisation de calcaire issu de carrières, enfin de sable calcaire issu de carrières locales. On va aussi prendre en compte avec l'aide du parc naturel régional du Haut-Languedoc l'évolution climatique sur ce type de prairie-là et aussi l'impact sur la faune auxiliaire. Donc ça, on est toujours un peu à l'échelle de la parcelle, à ce niveau-là, et l'approvisionnement en semences aussi, dont a parlé Jean-Philippe, qui est très importante par rapport à la réussite de ce type de projet. Et donc après, l'idée, c'est bien d'aller au-dessus, c'est-à-dire que c'est ce que vous avez tout en haut, là. L'idée, c'est pas de rester à la parcelle, mais bien voir comment ces parcelles, elles peuvent interagir au niveau de votre système, au niveau du système fourrager. Donc la part entre la pâture, la fauche, à quelle période vous allez utiliser vos prairies, précoces, tardifs, etc. L'idée, c'est vraiment de tout mettre en place au niveau du système. Et ensuite, une fois que ces prairies elles ont été implantées, il faut aussi aller jusqu'à la valorisation au niveau des animaux. Donc là, au niveau de la récolte, par l'intermédiaire du séchage en grange, donc là, il y a une petite étude qui va être faite sur l'éventualité ou la possibilité de mettre en place des unités en mini-collectif de séchage en grange. La valorisation du pâturage et l'impact de l'utilisation de ces produits-là dans les rations de vos animaux. Et le dernier étage du GI2E, c'est la valorisation du produit fini, c'est-à-dire le lait, la viande, les produits laitiers qui sont issus des animaux qui ont pâturé ou qui ont utilisé ces prairies-là. Mais comment on peut, voir avec vous comment on peut valoriser au niveau économique les produits finis. Voilà. Donc ça, c'est la dernière diapo, c'est juste pour les actions qui arrivent, qui vont avoir lieu là bientôt sur le secteur. Donc il y a régulièrement des démonstrations ou des bouts de prairies qui sont proposés. Il y a des actions qui seront réservées aux personnes qui sont dans le GI2E, mais la plupart des actions collectives qui seront mises en place, elles seront ouvertes à tout le monde, que vous soyez ou pas dans le GI2E. Il y a une démonstration d'un épandeur à sable
qui a été acheté par un agriculteur. Donc chez lui, vous pourrez voir un peu comment on fait pour épandre un sable calcaire. Il y aura aussi des réunions, Jean-Philippe en a parlé, pour créer le groupement d'achat de semences foragères et des visites de prairies à fleurs variées. Bonjour à tous. Donc, je suis Sylvain Sonal, animateur machinisme à l'AFD CUMA et mise à disposition à la Chambre d'agriculture pour des événements tels que comme aujourd'hui pour assurer une partie animation, machinisme et présentation de matériel. On va avoir aujourd'hui différents itinéraires techniques. Alors, il est vrai que le travail du sol offre une grande panoplie d'outils et il n'est pas possible de vous montrer tout le panel exhaustif, sinon on aurait fait Innovagri à Brassac. Et encore à Innovagri, il en manque. Donc on va rester quand même sur les grands principes, donc on va dire les classiques, les incontournables. Et puis on va voir aussi un peu de matériel, un peu dans la nouveauté. Sur le travail du sol, on va donc regarder les outils sur différents niveaux de profondeur de travail. On va aborder le labour. Alors les outils de pseudo-labour, c'est-à-dire les outils à dents qui travaillent profondément, là on n'aura pas ça aujourd'hui, le décompactage non plus. Mais on va surtout parler de petits labours, de travail superficiel et de semi-direct. Donc par rapport au labour, on a voulu vous montrer quelque chose d'un peu innovant sur des labours légers, à faible profondeur. Donc on va faire des labours, voilà, des petits labours. Et on a voulu vous montrer quelque chose qui laboure. Parce que souvent on vous parle de charrues des chômeuses, mais ce sont des chômeuses, pas des charrues. Donc là, on va voir des charrues. Voilà, avec tout le principe du labour et l'intérêt du labour. Même si aujourd'hui, c'est une opération qui est quand même un peu, on va dire, un peu décriée, qui n'est pas là dans l'air du temps, il faut quand même rappeler quelques principes sur le labour et on fera le point un peu sur ça. Parce que, bon, il y a quand même un intérêt vis-à-vis de certains points. Voilà, et on verra aussi comment pallier un peu les aspects un peu négatifs du labour, puisque on est sur des fourragères, des petites graines et des sols trop meubles font que, j'ai entendu dire tout à l'heure, des luzernes à 5 cm de profond, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va essayer d'aborder aussi la question pour remédier à ce problème. On va aborder aussi les questions de cover crop, puisque localement, c'est l'itinéraire classique, hein. On démarre donc les travaux souvent avec un cover crop. Donc l'idée c'est de quand même montrer un peu l'itinéraire classique du secteur et de voir un peu comment ça se passe. Voilà, donc moi j'ai fait le tour un peu, je voulais vous montrer un peu ce qu'on verrait. Il y a 8 matériels je crois en tout et c'est des outils quasiment tout de CUMA. Je crois qu'il y a juste les cover crop de l'agriculteur et après ce sont les CUMA locales qui se sont investis, donc la CUMA de Cubès, la CUMA de Castello-Brassac, la CUMA d'Anglès, la montagne tarnaise et la CUMA du Lizère qui ont amené les matériels avec les tracteurs des agriculteurs. Donc merci à eux. Voilà. On peut voir une première couche qui fait une couche à peu près qui fait 20 cm. C'est la couche qui est labourée de temps en temps, tous les 3-4 ans, par monsieur Rouquette, donc qui fait là. Et après vous avez ici une couche de sous-sol, on appelle ça, un horizon structuré, pédologique, qui se trouve à peu près avec la même couleur. La différence ici, c'est qu'en fait, on a peu de différence de couleur entre les deux. Hein. Avant-hier, on a cherché ce calque-schiste parce qu'on savait qu'il était à peu près par ici, avec ses fours à chauffe, et on ne savait pas où il était. Et heureusement, là-bas, il y avait un affleurement de cailloux, que M. Rouquette connaît, et donc on a été le voir avec la pelle mécanique, et on a sorti ces gros cailloux. Et c'est des roches acides. Quand on met de l'acide chlorhydrique dilué, ça ne réagit pas. Et par contre, dans ce calcaire qu'on a trouvé ici à côté, vous voyez, c'est aussi un peu schisteux. Quand on met vous voyez, quand on met l'acide, vous voyez les bulles? En fait, on a tout près ici, vous voyez des roches qui sont calcaires. On fait
de l'analyse infrarouge sur des produits classiques, on va dire, de l'herbe, du foin, du regain, des enrubanages, avec des produits herbes, prairies et maïs.